J'ai reçu de M. Franck Riester et des membres du groupe Les Constructifs Républicains UDI et Indépendants une motion de renvoi en commission, déposée en application de l'article 91 alinéa 6 du règlement. La parole est à M. Charles de Courson. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, qui a écrit ? Moins de 3 semaines se sont écoulées entre la décision de créer une taxe sur les dividendes et le dépôt du projet de loi au Parlement. Cette précipitation réduit la capacité de l'administration à procéder dans de bonnes conditions à une consultation de place, laisse un temps très restreint au Conseil d'État pour se prononcer sur le texte et peut, in fine, nécessiter de prévoir des ajustements, éventuellement à fort impact, par voie d'amendement du Parlement. Qui a écrit cela? Eh bien, mes chers collègues, lisez cet intéressant document qui nous a été distribué pour ceux qui étaient en séance lors du début de la deuxième lecture de la loi de finances rectificative, c'est-à-dire lundi dernier. Eh bien, c'est un extrait, effectivement, du rapport, page 42, pour ceux qui veulent le lire, de l'IGF, qui a été remis en début de séance, hier après-midi, relatif à la mission d'enquête sur la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés de 3% sur les revenus distribués. Eh bien, Monsieur le Ministre, ces propos s'appliquent à nouveau aujourd'hui. Et pour la troisième fois, aux 2 taxes que le gouvernement nous propose de créer pour combler la moitié du coût de l'annulation de la taxe de 3% sur les dividendes. Comme le disait Karl Marx dans le manifeste du Parti communiste, dit 1848, applaudissez mes chers collègues, celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est pourquoi je vais essayer pour la 3e fois, mais la dernière, d'essayer de vous convaincre de renoncer, mes chers collègues, à cette funeste idée de créer 2 nouvelles taxes. Première question, mais quel est le coût de l'annulation de la taxe de 3%? Est-ce qu'il est bien de 10 milliards? Eh bien, mes chers collègues, lisez cet intéressant document. Le gouvernement nous dit que c'est 10 milliards. Ce n'est pas exact. Ce chiffre est sous-évalué de 1,4 milliard. Vous me direz, 10 milliards, 11,4 milliards, on n'est plus à ça près. Quand même un peu. En effet, d'après le rapport de l'IGF, le coût maximum de l'annulation est de 9,9 milliards, soit la totalité des sommes versées par les entreprises, mais hors intérêts moratoires, qui sont, je vous le rappelle, au taux de 4,8%. Donc, y compris les intérêts moratoires, qu'on peut estimer à peu près un peu moins d'1,5 milliard, le coût est donc de 11,4 milliards. Ces chiffres, figurant dans la comptabilité générale de l'État au titre des contentieux fiscaux, atteignaient à fin octobre 2017 6 388 demandes de remboursement pour un total déjà de 7,9 milliards en droits et de 950 millions d'intérêts moratoires, soit 8,85 milliards à fin octobre. On peut raisonnablement penser que si les directeurs financiers des entreprises sont à peu près cohérents, que les 2 milliards non encore réclamés le seront très rapidement du fait de la publicité effectuée dans toutes les revues spécialisées dans les questions fiscales. Deuxième point, la création de 2 nouvelles taxes, est-ce qu'elle est cohérente, cette création, avec la politique affichée par le gouvernement? La réponse, elle est clairement non. Le gouvernement, à juste raison, nous explique qu'il faut baisser les taux de l'IS pour les ramener en 5 ans à 25%. Par parenthèse, c'est le taux moyen actuel, il est même un peu en dessous, en Europe. Mais dans 5 ans, il sera un peu moins de 25, il sera plutôt autour de 20. Donc il faut le faire. Car nous sommes le pays européen qui a le taux d'IS le plus élevé avec ses 33,33%, plus la contribution sociale. En fait, on est plutôt à 34,4%. Et avec ces 2 taxes, on aboutira pour les entreprises de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires, on frôlera les 45%. Vous me direz, c'est comme pour l'impôt sur le revenu. Voilà, on a inventé un impôt progressif sur le bénéfice des entreprises.
Tous les pays baissent le taux de leur IS. Je vous rappelle, en Grande-Bretagne, on est actuellement à 20% et en 2020, on sera à 15%. Aux USA, le projet Trump veut réduire de 36% à 18% le taux de l'IS et la plupart des pays les baissent. Et ce qui est assez étonnant, Monsieur le ministre, c'est que vous faisiez du Brel. Vous aimez tous Brel, nous aimons tous Brel. Mais tu as voulu voir la baisse et on a vu la hausse. À moins de penser que vous aimez les entreprises, mais que vous avez l'amour vache, c'est-à-dire que vous commencez par sanctionner avant de dire « je vous aime ». Vous avouerez que c'est une psychologie un peu particulière. Et on peut craindre que ceci ait quelque mal à être compris de nos concitoyens. Alors, je ne reviens pas sur l'incroyable procédure que vous avez utilisée. Je voudrais simplement vous dire que vous avez pris 2 risques constitutionnels. Le premier au regard de l'article 32 de la loi organique, puisque vous n'avez pas réajusté les dépenses, alors que l'article 32 l'impose, et que pour les recettes, vous l'avez réajusté, mais vous les avez réajustées conformément à ce que vous avez mis dans le projet de loi de finances initiale pour 2018, c'est-à-dire calé sur des informations de septembre et non pas de la date de dépôt du projet de loi de finances. Donc, c'est l'un des points que nous soulèverons devant le Conseil constitutionnel du point de vue de la procédure. Et puis, une autre histoire qui est, en 25 ans, je n'ai jamais vu ça, c'est qu'en fait, nous allons attaquer demain l'examen d'une 2e loi de finances rectificative, alors même que la première ne sera pas publiée, puisque comme on fait un recours, c'est au moins dans 8 jours qu'on aura la décision du Conseil. Donc, je sais que je suis de l'Ancien Monde, mais la loi organique n'est ni du Nouveau Monde, ni de l'Ancien Monde. Elle s'applique. Et donc, ce serait intéressant que vous nous répondiez sur comment est-ce qu'on peut discuter d'une nouvelle loi de finances rectificative sans que la précédente soit même publiée. Je veux dire, c'est une innovation, mais il est vrai que dans le Nouveau Monde, parfois, on a des innovations, mais qui pourraient vous amener à quelques troubles constitutionnels. J'en viens maintenant au fond, Monsieur le ministre. Est-ce que ce texte est conforme au droit communautaire et au droit constitutionnel et budgétaire français? Eh bien, nous sommes nombreux à penser que non. En effet, vous avez un énorme problème au regard du principe d'égalité. Tout d'abord, d'avoir fait un impôt progressif sur les bénéfices des entreprises en faisant 2 tranches, une tranche à 1 milliard et une tranche à 3 milliards. Or, vous savez que la jurisprudence du Conseil constitutionnel est claire. Ils ont toujours considéré que le chiffre d'affaires n'avait aucun lien avec les bénéfices. Vous pouvez avoir des entreprises qui font 10 milliards de chiffre d'affaires et qui ont de très faibles bénéfices, voire qui sont en perte. Et donc, en faisant cela, vous niez l'un des principes de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est de trouver des critères qui traduisent les facultés contributives des entreprises. Or, le chiffre d'affaires n'est absolument pas une faculté contributive. C'est un premier problème. Le deuxième problème constitutionnel au regard du principe d'égalité, c'est que vous multipliez les ruptures d'égalité. Rupture d'égalité entre, par exemple, les assurances mutualistes qui ne peuvent pas distribuer de dividendes et qui donc vont payer ce nouvel impôt alors même qu'ils ne peuvent pas demander le remboursement d'un impôt qu'ils ne pouvaient pas payer puisqu'ils ne voulaient pas distribuer de dividendes. Deuxième exemple, les 3 réseaux de banques fédérales. Vous savez qu'à la différence des relations mère-fille, dans les 3 réseaux, c'est-à-dire le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et les banques populaires, ce n'est pas la mère qui possède les filles, c'est les filles qui possèdent la mère. Bien, c'est comme ça. Et donc, lors du fameux débat sur le 3% sur les dividendes, nous avions résolu ce problème par un amendement que nous avions fait avec mon ami Gilles Carrez pour essayer de résoudre le problème. Et on l'avait d'ailleurs résolu. Je pourrais comme ça multiplier les exemples de rupture du principe d'égalité. Il y a un deuxième problème sur lequel nous n'avons toujours pas de réponse du gouvernement, qui est le problème du non-respect du principe dit de la petite non-rétroactivité.
Vous savez que la petite non-rétroactivité, le Conseil constitutionnel considère qu'il y a deux encadrements de la petite non-rétroactivité. La première, c'est le respect de la non-rétroactivité des sanctions fiscales plus sévères. Ça ne pose pas de problème au regard de ce texte. Par contre, j'attire votre attention sur le problème de l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général, puisque le Conseil constitutionnel considère qu'un motif purement financier ne constitue pas un motif impérieux d'intérêt général. Alors, on peut être pour, on peut être contre, et c'est sa jurisprudence. Or, le seul motif de la création de ces deux taxes, c'est de combler la moitié du trou. Et donc, vous prenez donc un deuxième risque constitutionnel. Et puis, je maintiens que vous avez un troisième risque, plus faible, c'est vrai, au regard du droit de propriété. Pourquoi? Parce que, actuellement, une entreprise de plus de 3 milliards de chiffre d'affaires qui est dans le domaine immobilier, eh bien, son taux d'impôt sur les sociétés majorées de la cotisation sociale et de vos deux taxes, on atteint 44,4%. Donc, pour 100 bénéfices, il reste pour ses actionnaires 55,6. Mais ces 55,6, ils vont subir l'impôt sur le revenu, la CSG, la CRDS et la SOS, plus l'IFI, puisque contrairement à ce que m'a dit Monsieur le ministre de l'économie, il a nié qu'il y ait des sociétés immobilières assujetties à l'IS. Mais bien sûr que si. Exemple, les sociétés qui se sont spécialisées dans l'immobilier d'entreprise, par exemple. Et vous en avez quelques-unes qui dépassent 1 milliard, voire 3 milliards. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ils seront quand même plafonnés à 75%, les prélèvements, il leur restera 25%. Or, jusqu'à preuve du contraire, 25% de 55,6%, ça fait grosso modo 14%. Donc, vous percutez la barre des 70-75% imposée par le Conseil constitutionnel. Si le Conseil constitutionnel, dans les sociétés immobilières, considère que l'impôt sur les sociétés doit être compris dedans. Et quand bien même il ne le ferait pas, il ne restera que 14% d'un bénéfice avant impôt de 100. Mais c'est une fiscalité expropriatoire, comme on disait autrefois. Ouais. Et puis, au regard du droit européen, les causes de l'annulation de la taxe sur les dividendes de 3%, vous allez les retrouver dans ce texte. Je vous prends l'exemple d'un groupe fiscalement intégré dont la mère est française. On va donc pouvoir cumuler les bénéfices et les pertes, puisque c'est la mère qui va payer vos deux impôts. Mais si la mère est allemande et a des filiales en France, deux filiales en France, dont une est excédentaire et l'autre déficitaire, vous ne pourrez pas cumuler et faire le montant net. Et donc, voyez bien qu'en termes de droit communautaire, vous allez vous heurter une nouvelle fois au même problème qui s'est posé lors de la création de la funeste taxe de 3%. Et puis, Monsieur le ministre, je voulais terminer par vous dire que vous êtes jeune dans cette Assemblée. Ben oui, tout le monde a commencé un jour. Mais que ne pas respecter les droits du Parlement se retourne toujours contre le gouvernement qui fait cela. Et la précipitation en matière fiscale a toujours abouti à des catastrophes. Et je crains fort, Monsieur le ministre, qu'on a déjà connu 2 catastrophes croissantes quant à leur coût, et que je crains fort que votre projet constitue la 3e catastrophe. Alors, quelle était la solution? Parce que j'appartiens au groupe des constructifs. Donc, on ne critique pas sans faire une proposition. Si on n'a pas de proposition, on se tait. Mais on a fait une proposition qui a été faite à plusieurs reprises dans l'histoire fiscale française. Je dis ça pour nos jeunes collègues qui découvrent. C'était tout simplement de constater la créance. Il n'y a pas, je le dis,
à notre président de la Commission des finances parce qu'on nous avait parlé de 5 000. On est déjà à 6 400 demandes. On va finir à 7 000, 7 500. On cristallisait la créance, on l'indexait sur le taux des obligations à 10 ans, si on prenait 10 ans, et on remboursait en 10 ans. Alors vous me direz, mais cette brillante affaire va faire plonger le déficit de l'année 2017 de 10 milliards. Oui, mais ça sert à quoi de se cacher derrière son petit doigt? Ça sert à quoi? Tout le monde le sait que ça coûte, et moi je pense plutôt 11 milliards, 11 milliards 4. Bien. Ça sert à quoi? Parce que vous faites une hypothèse, c'est que les 10 milliards que vous estimez, il y en aura 5 milliards imputables sur 2017 et 5 milliards sur 2018. Aucun ministre n'a réussi à nous expliquer pourquoi c'était 5,5, pourquoi ce n'était pas 7,3, puisque je vous ai donné les chiffres qu'on ne nous a pas donnés en commission, que j'ai découvert cette nuit en lisant ce document, qu'on est déjà bien au-delà. Et vous dépendez, non pas de l'INSEE, vous dépendez de l'organisme de statistiques européen qui aura à savoir si les 10 milliards sont imputables sur 2017 ou une répartition qui ne sera certainement pas 5,5, 2017-2018. Or, je vous rappelle, mes chers collègues, puisque vous êtes tous spécialistes des questions... Merci de conclure, mon cher collègue. Oui, j'ai encore 40 secondes, monsieur. C'est que le Haut Conseil le rappelait. Je rappelle l'article 20-189 du système européen des comptes. Et la dérogation que vous évoquez ne s'applique absolument pas au cas, parce que là, il n'y a plus de taxes, et donc le montant de la créance est certaine. Et donc, moi, je vous prends le pari que la somme de 10, voire de un peu plus de 11 milliards, elle sera pour l'essentiel sur 2017. Donc, tout votre argument consiste à dire c'est affreux, on va avoir des problèmes avec la Commission de Bruxelles, mais pas du tout. Allez à Bruxelles, vous n'y êtes pour rien dans cette affaire. Vous héritez de cela, sauf, je dis ça pour nos jeunes collègues de La République En Marche, ceux de vos collègues, une trentaine, qui étaient dans la majorité de l'époque et qui ont voté pour. Donc, et vous en étiez, mais il le reconnaît. Donc voilà, il faut reconnaître ses fautes. Voilà. Mais la solution que vous organisez n'est pas la bonne. Merci, voilà pourquoi la majorité du groupe votera contre ce texte. Merci. Avant de donner la parole aux orateurs des groupes, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur en général.